Bien, ça va être l'heure. Il est 10h31. Tout le monde n'est pas arrivé, mais on va démarrer tranquillement. Bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue à cette formule d'Atlampol. Alors, la formule d'Atlampol, comme vous le savez, c'est le rendez-vous mensuel de la Technopole autour des acteurs innovants qui font l'actualité. Et aujourd'hui, le thème est celui de la santé. Alors, cette formule a été organisée conjointement entre Atlampol et le pôle de compétitivité Atlampol Biothérapie. Et il est soutenu comme d'habitude, hein, tout le cycle des formules est soutenu par nos partenaires CIC Ouest, Inextinso, Ypsilon et Partema Avocat. Voilà, alors le moins que l'on puisse dire, c'est que la crise du Covid a mis le secteur de la santé sur le devant de la scène, avec au premier plan les professionnels soignants, bien entendu, mais également tous les acteurs de la filière, hein, recherche, laboratoire, start-up biotech, big pharma et les instances de gouvernance également de la santé qu'on a parfois découvert ou redécouvert, ARS, OMS, etc. Le monde entier s'est intéressé au secteur de la santé et a pris conscience que maîtriser cette filière était véritablement essentiel, que l'on parle de recherche, de production de masques, de production de médicaments ou bien encore la capacité d'accueil et de soins. Alors nous avons la chance ici dans l'Ouest d'avoir l'un des 7 pôles de compétitivité français sur la santé, c'est le pôle Atlampol Biothérapie qui anime la filière santé de l'Ouest. Et plusieurs de ses membres ont été remarqués au niveau national et international. Alors juste à titre d'exemple, par exemple cette semaine, le magazine Investir titrait le 8 juin Les biotech françaises s'attaquent au Covid-19. 8 biotech étaient citées, dont 2 qui sont membres du pôle Atlampol Biothérapie. Alors Valneva, qui est présent avec nous ce matin, et également OSE Immunotherapeutics, spécialiste reconnu en immunothérapie. Encore un exemple, vous savez que les autorités ont validé une liste de 23 tests sérologiques fiables dans le monde, et parmi ces tests, celui de NG Biotech, également membre du pôle Atlampol Biothérapie, est présent avec nous ce matin. Donc, où en sommes-nous sur les tests, sur les traitements, sur les vaccins? Comment a été gérée la crise au CHU de Nantes, qui est un acteur majeur de la santé dans l'Ouest? Quels enseignements peut-on tirer de cet épisode, même s'il n'est pas terminé, loin s'en faut? Plus largement, quelle est la place de l'Ouest sur la carte de la santé en France, et plus largement la place de la France sur la carte mondiale, hein. Donc on pourra peut-être aborder des questions de souveraineté. Alors pour aborder tous ces sujets, alors nous avons avec nous François Vigneault, qui est vice-président d'Eurofins, le docteur Alain Calvo, directeur du développement stratégique de NG Biotech. Nous présenterons leurs avancées sur les tests et les analyses. Odile Duvaux, présidente de Xenotera, qui vient de nous rejoindre, nous parlera des traitements. Franck Grimaud, directeur général de Valneva, il abordera la recherche sur les vaccins. Et enfin, Anne Royer-Moss et Sylvie Sachet-Huvelin du CHU de Nantes nous feront un retour d'expérience sur la gestion de la crise au CHU de Nantes et beaucoup d'initiatives qui ont été menées. Alors, comment ça va se passer? Vous, participant à cette formule qui est devant votre écran ou votre smartphone, pour l'instant, vous n'avez pas la parole, mais vous pourrez poser des questions. Bien entendu, vous avez un chat, hein, la possibilité sur votre écran, sur la droite, de poser des questions. Et nous serons 2 à modérer ces questions. Donc moi-même, Bernard Lefalère d'Atlampol et Linda Guérino du pôle Atlampol Biothérapie. Et nous poserons
ces questions ou un certain nombre de ces questions à nos intervenants. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la formule, hein, tout au long de la session, et nous les prendrons et les reformulerons au fur et à mesure. Bien, il nous reste à démarrer. Je me tourne vers Franck Grimaud, qui est là. Franck Grimaud, qui va intervenir en tant que président du pôle Atlampol Biothérapie. Merci Franck de nous dire quelques mots sur le pôle et la filière santé de l'Ouest. Oui, merci Bernard. Bonjour à tous pour cette conférence un petit peu particulière, mais bon, on s'aperçoit que en fait, dans ces circonstances, on est capable d'inventer des formules nouvelles et puis qui marchent pas si mal. Là, je vois qu'on est un peu plus de 70 à la formule santé. Oui, quelques mots du pôle de compétitivité Atlampol Biothérapie. Donc, vous le savez, on regroupe les acteurs publics et privés de 3 régions, hein, que sont la Bretagne, les Pays de Loire et le centre Val-de-Loire. On regroupe 200 adhérents et dont environ 150 PME. Une étude qui avait été faite par la Banque de France montrait qu'on représentait à peu près, par rapport aux autres pôles de compétitivité, environ 20% des emplois et 25% du chiffre d'affaires. Hein, donc, un pôle qui montre une certaine maturité. La crise actuelle aussi a montré que les acteurs privés comme les CHU, par exemple, jouaient un rôle déterminant, aussi bien sur le côté thérapeutique, mais le volet également essai clinique. Et donc, des représentants du CHU de Nantes vont être là pour en parler. Bon, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir la réactivité d'un certain nombre d'acteurs et puis la capacité à intervenir sur différents modes diagnostiques et thérapeutiques. On va en parler aujourd'hui, hein, mais avec les sociétés que Bernard a citées. Je citerai en plus des gens qui ne vont pas intervenir aujourd'hui, mais évidemment Emarina, Biomérieux, Eurofins, Ausy Immuno, enfin, donc de nombreux acteurs qui ont pu être amenés à intervenir et j'espère que les choses vont pouvoir aller jusqu'au bout et montrer des nouvelles applications, des nouveaux produits. Juste pour donner une idée un petit peu de ce qui est développé au sein du pôle, en 2018, il y avait à peu près 1000 produits et technologies, hein, qui avaient été développés par les sociétés de biotechnologie françaises et il y en a à peu près une vingtaine de pourcents sur notre territoire. Donc voilà, une capacité de réactivité par rapport au Covid qui s'est illustrée de manière très intéressante. Ce que je voudrais par contre dire pour conclure, c'est que bon, je pense qu'on sait tous que ce Covid, c'est un moment particulier, mais maintenant, c'est vraiment très, très important que l'ensemble des acteurs de la santé militent pour un retour à la normale, militent pour un retour vers, j'ai envie de dire, le monde d'après ou le monde d'avant. mais on a vécu là un moment très, très particulier. Mais il faut que maintenant les choses reprennent, soit au niveau des essais cliniques, soit au niveau, bien entendu, au niveau de la recherche, mais au niveau aussi commercial. Donc, je pense que c'est vraiment très important et le pôle en fera partie de dire à nos dirigeants d'aller vers un retour maintenant rapide à la normale et puis d'apprendre à gérer ce type de choses sans forcément tout arrêter. Hein, c'est aussi important. Mais voilà, on a voulu faire un point aujourd'hui sur comment on a géré ensemble collectivement et quelles sont nos actions. Donc, je pense qu'on va avoir des intervenants très intéressants sur ce sujet. Je te laisse la parole, Bernard. Merci Franck. Donc, voilà, je vous rappelle les intervenants de ce matin. On va démarrer avec le sujet des tests.
Euh, Sujet important, parfois complexe parce qu'il y a différents types de tests. On a avec nous NG Biotech et c'est le docteur Alain Calvo, directeur du développement stratégique, qui est présent. NG Biotech, c'est une jeune start-up biotech qui est près de Rennes et qui a été créée en 2012 et qui a fait parler d'elle ces derniers temps. Donc, merci Alain Calvo de nous dire quel est votre métier. Hein. Je crois que vous êtes spécialiste dans les tests rapides et puis tout ce que vous avez fait par rapport au Covid. Nous vous écoutons. D'accord, merci beaucoup. Merci de m'avoir convié à ce débat. Je dirais que, comme l'a souligné Franck Grimaud il y a quelques instants, je vais rebondir sur avant et après. Effectivement, il y avait avant le NG Biotech, il y avait avant le Covid et il y a NG Biotech après le Covid. C'est important à souligner parce que ça a donné beaucoup de changements, je dirais, en termes d'organisation chez nous, et je vais vous en dire deux mots. Alors, NG Biotech, vous pouvez passer la suivante, s'il vous plaît? Oui. NG Biotech est une société qui a été créée, comme vous le disiez, donc en 2012. Et on a fêté dignement cet anniversaire avec la présence du ministre de l'Innovation et de la Recherche, Frédéric Vidal, qui est venu nous visiter la semaine dernière pour connaître un petit peu plus l'intimité de cette société et regarder notre structure. Elle est venue également pour nous conforter avec une commande de la Direction générale de la santé, une commande de l'État pour plus de 1,5 million de tests. Je vais en revenir tout de suite ensuite sur les deux slides qui vont suivre. NG Biotech, donc, c'est une entité complète. Vous avez de la recherche, du développement, d'une équipe, un service d'affaires réglementaires et naturellement un réseau de commercialisation. Les fondateurs, ce sont des fondateurs qui, M. Milovan Stankov était un fondateur avec une très grande expertise dans la production de tests rapides, puisqu'il a été président de la société VDLab qui, il y a quelques années, était le leader en Europe. Donc, un grand savoir de production en tests rapides. Son fils, aujourd'hui, qui est PDG, assure lui la gestion naturellement de cette entreprise et lui, il a un background de caractère commercial international. Moi, j'assure de mon côté un apport scientifique parce que j'ai également une grande expérience dans le domaine des tests rapides, que j'ai eu des fonctions de gestion de grands groupes américains dans le domaine. Et puis on a également notre fidèle et partenaire, investisseur historique, Alain Leroc, à travers son fonds d'investissement Crazy, que vous connaissez. Voilà donc l'équipe dirigeante. Alors, on a choisi la suivante, s'il vous plaît, très rapidement. On a choisi d'axer nos recherches. Vous pouvez passer la suivante, s'il vous plaît, sur des brevets que nous avons déposés, qui permettaient de donner une nouvelle dimension aux tests rapides en général, pour y apporter soit du multiplexage, soit du diagnostic qui peut combiner le diagnostic antigénique ou anticorps. Le multiplexage, c'est important pour avoir une possibilité de différencier sa pathologie, par exemple. Un diagnostic qui était également associé avec une connexion, avec un petit lecteur mobile qui permet d'avoir un transfert des résultats en temps réel. Et puis également un concept très innovateur, et on va parler de ce concept parce que c'est celui-là sur lequel, sur ce concept-là que nous avons fondé la sérologie du Covid. La suivante, s'il vous plaît, les principaux axes. La suivante, s'il vous plaît. Oui, alors il y a un petit temps de latence, mais normalement c'est bon. Là. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, axe stratégique, rapidement, nous avons choisi des axes que nous considérions comme extrêmement importants en termes de problématiques de la santé. J'en veux par exemple le problème de l'antibiorésistance avec un partenariat de longue date avec le CEA qui nous permet de proposer des tests rapides de diagnostic et d'identification éventuellement
de résistance bactérienne sans attendre 48 heures ou de culture. La suivante, s'il vous plaît. Et puis, un autre axe qui était la santé de la femme, avec un nouveau test de grossesse à partir d'une goutte de sang, donc au bout du doigt. C'est un petit peu la révolution dans le domaine, puisque jusqu'à présent, on faisait des tests de grossesse à partir d'urine, comme vous le savez. Et aujourd'hui, le fait d'avoir utilisé ce concept permet d'avoir un test rapide, fiable, avec les mêmes performances des laboratoires. La suivante. Alors, j'en viens à ce concept. C'est un concept, comme je vous disais, donc, est utilisé donc, pour le diagnostic de grossesse, mais c'est un test, un test rapide que l'on appelle tout en un, tout simplement parce que vous avez intégré dans ce concept une lancette qui va servir donc pour le prélèvement, un petit système qui va permettre de transférer la goutte de sang sur sur la membrane du test rapide. Et donc, c'est à partir de ce concept-là que nous avons transposé une application en sérologie du Covid. La suivante. Bon, je vais continuer parce que donc pour pas perdre de temps. Alors, ce qui est important, c'est voilà le concept de tout en un. Nous avons très rapidement, et c'est ce qui fait un petit peu, je pense, que la réactivité d'une petite société de biotechnologie qui était à l'origine une TPE, si je puis dire, et qui est passée à une PME, puisque nous sommes passés en termes de ressources humaines, nous étions 34 avant le Covid, et aujourd'hui nous sommes à plus de presque 90 personnes. Ce qui explique, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment un changement d'organisation, un changement de dynamique avec ce Covid. Donc, très rapidement, nos équipes de recherche, en quelques semaines, alors je souligne bien en quelques semaines, on a pu adapter à partir de ce concept tout en un, donc, qui était destiné au test de grossesse. Nous avons transposé ça pour une sérologie du Covid, ce qui nous a permis très rapidement d'avoir un marque HCE en fin mars. Nous avons naturellement passé par des évaluations en interne, en externe avec la PHP. Et puis, obligatoirement, si je puis dire, le droit de passage obligatoire, c'était l'Institut Pasteur avec le centre de référence de la grippe et des infections respiratoires qui nous a permis ensuite d'avoir ce test référencé auprès de l'HAS. Alors, cette notion de référence est importante parce que derrière, naturellement, ça cautionne la qualité du test, la performance du test, et ça cautionne également, donc, s'il y a un remboursement, c'est lié au remboursement. Alors, ce nouveau test, ça a également donc, engendré donc, une connaissance de la société, bien sûr, mais en ce qui concerne une capacité de production, il fallait très rapidement mettre en place une nouvelle unité de production. C'est ce qui a été fait également en quelques semaines pour passer de quelques centaines de milliers de tests que nous avions précédemment par an à plusieurs millions de tests par mois. Ce qui explique comme je vous le disais, vraiment donc un changement d'organisation, une nouvelle dynamique dans l'entreprise. Nous avons reçu des commandes de la Direction générale de l'armée. C'était notre première commande d'ailleurs, grâce à un partenariat également avec le CEA. Nous avons également donc naturellement la PHP nous a passé des commandes. Tout récemment, comme je vous le disais, la Direction générale de la santé, une très grosse commande qui sera donc mise en place bien à partir de cette semaine. Donc, on met en route un échange de cette commande. Et puis, nous continuons nos travaux dans le domaine pour très rapidement mettre en place un diagnostic salivaire pour le Covid.
et puis peut-être d'autres diagnostics, toujours dans cet univers de la problématique du Covid. Donc, si je devais donner aujourd'hui, si vous voulez, une conclusion à tout cela, je vous disais, il y a avant et après Covid. Il y a avant Covid, en ce qui concerne la Société de bibliothèque par rapport à cette nouvelle entité, nouvelle organisation, nouvelle dynamique. Après Covid, il faut tirer des conclusions, effectivement. Donc, je pense que c'est l'objet aujourd'hui de cette réunion. Je pense que on doit aborder des nouvelles pandémies avec un peu plus de sérénité que ce que nous avons vécu aujourd'hui. La sérénité, elle doit être à travers tous les acteurs de la santé, sans précipitation, mais avec une bonne connaissance du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été flagrant, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup d'informations à travers les comités scientifiques, tous les organismes de tutelle, la HAS, la RS, le centre de référence, bon, on a eu beaucoup d'informations et ça a un petit peu gêné peut-être les directives générales. Et à un moment donné, on ne savait plus où on allait. Je crois qu'il faut aborder le sujet avec beaucoup plus de sérénité. En ce qui nous concerne, nous, on gardera toujours cette dynamique de répondre rapidement, le plus rapidement possible, à de nouveaux besoins au niveau de la santé, toujours dans cette expertise du diagnostic rapide, bien sûr. Docteur Calvo, je crois que c'est votre dernière slide. Non, vous en avez encore une là, sur le Covid. Moi, j'avais deux questions sur vos capacités. J'ai jeté les slides parce que c'était plus important. Voilà. D'accord. Sur vos capacités de production, le diagnostic. J'imagine, vous en êtes à. C'est quoi vos projets de nombre de tests par mois? Et est-ce que ça répond aux besoins au niveau français? Sans doute que non. Alors, la capacité de production, notre capacité de production, aujourd'hui, notre plan, c'est en juillet de pouvoir produire entre 1,5 million et 2 millions de tests par mois. Et nous allons progressivement monter pour, en fin d'année, tourner aux alentours de 4 millions de tests. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en fait, cette dynamique que nous avons mise en place pour créer une nouvelle structure, créer un nouveau site de production, a été, je dirais, guidée par très rapidement par des informations que nous avions eues au niveau du ministère, qui étaient de dire mais il faut que les sociétés françaises puissent, je dirais, absorber cette demande qu'il va y avoir au niveau des tests sérologiques. Et c'est pour ça que nous avons répondu rapidement. Alors, plusieurs questions. Je vais les poser rapidement et je vous demanderai de répondre rapidement. Où se trouve l'unité de production? L'unité de production essentielle se trouve à Guipry, c'était notre première unité de production, et nous avons donc mis en place une deuxième unité à quelques kilomètres, à 10 km à Fos-Rouge, où nous avons une surface de 2500 m², qui sera destinée à la production, dans un premier temps naturellement du Covid, et à d'autres tests s'il le faut. Je crois que Franck Grimaud avait une question également. Oui, en termes d'utilisation, est-ce que vous pensez que ces tests vont un jour être permis à usage à la maison sans nécessairement passer par un laboratoire d'analyse ou un médecin? Oui, je pense personnellement que la demande viendra de l'ensemble de la population. Dans un donc, nous sommes aujourd'hui un petit peu bloqués par une diffusion de ce test donc à des utilisateurs en dehors du biologiste classique, pour d'autres acteurs de la santé comme les pharmaciens, les médecins de ville. Nous attendons un décret pour qu'il puisse y avoir cette application parce que la HAS a donné son accord de principe pour que les pharmaciens, éventuellement des cabinets de médecins ou des associations puissent utiliser ces tests. Il faut qu'il y ait un décret pour mettre en application sur le plan purement opérationnel, si je puis dire. Mais le dernier schéma, c'est effectivement l'ouverture de ces tests à la population à travers le réseau pharmaceutique.
Merci. Très bien. Linda, est-ce que il y a une question en particulier pour Alain Calveau? Il y a plusieurs questions là, qui sont arrivées sur le chat. Donc, on me demandait quelle était la classe du dispositif médical pour vos tests. Pardon? Vous m'entendez? Quelle est la classe? La classe? Ouais, J'ai pas du entendu, dispositif excusez-moi. médical. Votre test de diagnostic est C'est un constitué. diagnostic, c'est un diagnostic in vitro. D'accord. On m'interroge aussi sur les partenariats que vous pourriez avoir avec d'autres pays sur le sujet Covid. Alors nous avons fait un choix stratégique, c'était naturellement avant tout de satisfaire les besoins donc au niveau de la santé en France, et nous avons pas mal de développement à l'international dans de nombreux pays, donc c'est en cours. Je ne vais pas vous les citer parce qu'on en a pas mal. D'accord. Est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions, Bernard? Allez, une dernière et puis ensuite on va enchaîner. Et on prendra un temps de questions global à la fin, on pourra revenir. Mais vas-y, encore une question, Linda. Alors, la dernière question, c'est comment vous avez fait pour vous organiser aussi vite? Bah, c'est une bonne question, et je suis toujours je porte ce message haut et fort. C'est une société donc très impliquée dans le domaine de la santé. Alors il y a des jeunes et des moins jeunes. J'en suis un bel exemple, mais je crois que ce qui est important, c'est la réactivité qu'on peut trouver dans une petite société. Les décisions sont prises très très rapidement. Et ce qui a permis de faire en quelques semaines, d'avoir une adaptation sur un concept pour la sérologie du Covid, et en quelques semaines d'avoir la possibilité de mettre clé en main une usine avec un délai de à peine un mois et demi. Donc voilà, c'est la force d'une petite entreprise, mais c'est la force également d'une énergie, d'une volonté de réussir et de succès. Très bien. Merci. Vous restez avec nous, Alain Calveau. C'est très intéressant de voir l'agilité d'une petite biotech. Ce n'est pas du tout péjoratif comme NG Biotech. On va changer d'échelle et on va passer la parole à François Vigneault. François Vigneault, c'est une biotech également un petit peu plus grosse avec Refins. Refins est à Nantes en 1987, leader mondial de la bioanalyse. Alors, chez Eurofins, on s'occupe de sécurité sanitaire. Alors, quand il y a une pandémie, j'imagine que on est évidemment au front. Merci François Vigneault d'être avec nous, puis de nous dire quelques mots sur les actions d'Eurofins par rapport à cette actualité. Bonjour d'abord, désolé d'être en retard, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion, mais bon, j'ai eu le temps de vous rejoindre et d'écouter avec attention l'interlocuteur précédent. Alors, la première chose qu'on a fait d'abord, c'est d'essayer de maintenir notre activité, c'est-à-dire de continuer à servir à la fois nos clients dans le domaine de la santé et dans le domaine de la sécurité alimentaire, puisque pendant toute cette crise, tout un chacun continuait à manger et devait s'assurer que ce qu'il mangeait pouvait l'être. Donc, on a assuré la continuité de nos activités dans nos laboratoires. C'était notre premier objectif alimentaire et de santé dans les laboratoires de santé pour bien évidemment faire des tests Covid, mais aussi tout autre test de santé. Et ce n'était pas si simple puisque dans toute cette période, tu restais chez vous et il fallait convaincre nos collaborateurs qu'ils étaient dans des conditions saines. Après, au-delà de ça, on a quand même beaucoup travaillé sur à la fois les besoins nouveaux de nos clients face à cette crise et puis un peu en tant qu'entreprise citoyenne. Alors, je vais revenir sur ces deux aspects. Le premier, aux besoins nouveaux. Alors évidemment, il y a tous les tests dont on vient de nous parler sur l'humain qui permettent de détecter la présence du virus ou éventuellement que le virus a été présent avec les tests stéro. Mais nous, on a aussi travaillé sur la réassurance pour le futur. Et on a développé très rapidement, alors on est sans doute beaucoup moins agile une petite entreprise de biotech, mais on a quand même essayé de l'être. Donc, on a lancé en quelques semaines un test de détection de Covid sur les surfaces, qui a beaucoup
d'acteurs dans le domaine du transport, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, qui veulent être sûrs que leur environnement est sain, leurs collaborateurs s'en inquiètent aussi. Et donc, en quelques semaines, on a lancé cette activité sur l'Europe et le monde entier d'ailleurs, pour répondre à cette problématique de réassurance. On a aussi, parce que c'est toute une chaîne, lorsqu'on parle de tests de détection, il y a le laboratoire qui le réalise, mais il y a toute une chaîne pour le fabriquer. Donc, on a également développé assez rapidement de nouvelles, développé surtout les capacités de production, de tester l'amorce pour la fabrication de kits de détection. On a travaillé, alors ça se sait un peu moins, ça s'utilise un peu moins a priori, sur le génotypage du Covid, pour voir toutes les mutations, identifier les souches. C'est un travail important, pas à destination du grand public, mais plutôt pour les chercheurs. Et puis enfin, également dans le domaine de l'environnement et hors de l'humain, on a travaillé sur la mise au point de tests dans les eaux salles. On s'est aperçu que les eaux salles pouvaient être un indicateur de contamination d'une région, d'une ville, d'une usine, d'un site particulier. Donc, on est allé un peu dans toutes les directions pour répondre à des besoins qui n'existaient pas il y a 3 mois et qui sont nouveaux aujourd'hui, au-delà des tests spécifiques de santé, c'est-à-dire tests de présence du Covid chez l'humain. Il y a cette dimension besoins nouveaux, il y a aussi la dimension capacitaire. En France, on a eu des points de capacité absolument majeurs dans tous les domaines lorsque la pandémie a frappé. Ça a été vrai en France, ça a été vrai dans beaucoup de pays. Une petite parenthèse, on a l'habitude de beaucoup s'autoflageller en France, de dire qu'on est nul et qu'on ne sait pas faire. Cette pandémie vient à révéler des failles dans de très nombreux pays, pas simplement en France. C'est un pays admirable, mais la France n'est pas forcément le vilain petit canard qui ne sait jamais rien faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites. Alors, dans ce cadre-là, nous, Eurofins, on a essayé de contribuer à la mise en place de nouvelles capacités testitaires. Il en manquait énormément. Et on a investi de manière massive en France et en Europe pour développer les capacités en matière de tests PCR et de tests sérologiques. Comme d'autres, on a travaillé sur de nouveaux de détection en PCR et sérologique pour être moins dépendant d'acteurs étrangers. On a une très forte dépendance à un certain nombre d'acteurs étrangers, y compris en test de détection, mais également en test en kit d'extraction. Lorsqu'on a une détection PCR à faire, on a une première étape d'extraction. Il y avait longtemps une très forte dépendance à quelques acteurs internationaux. Et d'ailleurs, en matière d'augmentation des capacités, on a mis en place pour notre campus de Nantes à la fois des capacités en test de surface, ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais également en test humain, en support de laboratoire de biologie médicale, que l'État a ouvert, laboratoires autres des laboratoires de biologie médicale, capacité de faire du test Covid, dans la mesure où on avait un manque de capacité important. Aujourd'hui, on a des équipes et des locaux dédiés sur le territoire de la métropole, test Covid, que ce soit dans l'humain, dans les surfaces. Et on envisage également de développer des capacités plus long terme sur la chaîne de fabrication complète du kit de détection au kit d'extraction, en passant par la production, là on est beaucoup plus en amont, de sondes et d'amorces. Voilà très brièvement ce que nous avons essayé de faire. Alors on a essayé de le faire assez rapidement, puisque même si on commence à être gros, on essaye d'avoir des entités les plus autonomes et les plus agiles possibles. Peut-être pas aussi agiles que la biotech, mais on essaye encore de l'être. Oui, parce que Eurofins, évidemment, vous êtes nombreux. Hein, je crois que vous êtes, on a du mal à vous suivre, mais je crois que vous êtes 47 000 collaborateurs. Mais c'est surtout une agrégation de 800 laboratoires, donc vous avez une certaine agilité de chaque unité, c'est ça? C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Le développement de nouveaux kits d'extraction, c'est une unité particulière qui l'a fait. La mise à disposition de sondes et d'amorces, c'est en une autre. Le développement de nouveaux tests sérologiques, c'en est encore une troisième, etc. Et à chaque fois, ce ne sont pas des milliers de personnes, mais quelques dizaines de personnes qui vont travailler, qui vont agir rapidement. Donc, l'avantage qu'on peut avoir, du fait de notre taille, et aussi du fait de la structure de l'actionnariat, on a un dirigeant du groupe qui est également le principal actionnaire et qui peut décider en quelques heures d'investir ou pas. Et ça, je reconnais que c'est une
une grande chance de notre groupe de pouvoir réagir, de pouvoir surtout décider extrêmement vite d'investir ou pas, et parfois de faire des paris d'actionnaires sur telle ou telle activité. Je reconnais que c'est aujourd'hui une très très grande chance que nous avons. Vous allez faire rêver quelques entreprises plus modestes de biotechnologie où l'investissement est souvent nerf de la guerre pour assurer les projets de développement. Merci François Vigneault. Juste pour préciser sur votre souhait, votre prise de conscience de la nécessité d'être moins dépendant des pays étrangers, concrètement, est-ce qu'il y a des capacités de recherche ou de production qui vont être développées, et notamment dans l'Ouest ici? Oui, on travaille. Alors, en termes de pure prestation analytique, on l'a déjà mis en place à Nantes. En termes de capacité de production de kits, on y travaille. Je ne peux pas rentrer dans les détails là, mais on y travaille de manière très active actuellement pour le campus de Nantes. Parce que ça a été un vrai problème en mars-avril en France. Ok, merci François. Linda, est-ce qu'il y a une ou deux questions pour François Vigneault à ce stade? J'ai pas de questions pour François Vigneault à ce stade. Après, il y avait plutôt une question globale sur les tests de diagnostic. Et votre retour par rapport à tout ce qui a été évoqué en termes de faux positifs. Les faux positifs. Les faux positifs. Je crois que la qualité du prélèvement est essentielle, non, pour qu'on ait des. Alors, je vais parler surtout des tests PCR. Après, les tests sérologiques, il y avait à boire et à manger au départ. En termes de tests PCR, la première chose, c'est de bien faire le prélèvement, bien prélever au fond. Et le risque que le prélèvement, le risque sur la qualité de la qualité du prélèvement. Après, sans entrer dans trop de détails techniques, ça dépend des cibles, la qualité du multiplexage, quand il est utilisé, etc. Mais déjà, c'est sympathique, la qualité du prélèvement est essentielle. D'accord, merci. Alain Calveau, juste sur la question des faux positifs, qui a mis pas mal de doutes sur la fiabilité, la qualité des tests d'une manière générale. Votre réaction? Oui, c'est vrai. Oui. Donc, ok, pas plus de tests sérologiques au départ, notamment apporté Oui, sur les tests rapides sérologiques, oui. C'est un petit peu. Je peux intervenir? Allez-y, oui. Oui, c'est juste pour intervenir pour François Vigneault. C'est dommage que j'ai souvent justement discuté sur ce sujet. C'est dommage que, en fait, la qualité du prélèvement. On a été interrompu. Pour ce type d'application a eu un tel impact, engendrant donc des. Allô? Oui. Parce que la technique PCR, on est bien content de l'avoir. Elle donne d'excellents résultats dans beaucoup de domaines d'application. Absolument. Donc, technique PCR chez Eurofins, c'est ce que j'ai compris. Et on fait PCR et sérologie. Vous faites les deux, d'accord. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. J'ai une autre question qui est arrivée entre-temps. Est-ce qu'on a le temps? Oui, d'accord. Alors, rapidement. Et par rapport à la politique d'Eurofins, par rapport au fait de tester les employés, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez mis en place chez vous? Alors, il y a eu des tests ponctuels faits dans certains laboratoires, oui. Après, c'est des sujets très sensibles avec les personnels. Il y a des sites où ils sont extrêmement réticents et d'autres où ils sont très demandeurs. Et il y a aussi, c'est très varié en fonction des pays. Il y a des pays où ça s'est beaucoup fait, d'autres pas du tout. Donc, il n'y a pas de réponse générale à ce sujet. Ok. D'accord. C'était une question qui était également posée déjà par l'un des inscrits lors de l'inscription. C'était quel apport des tests
de diagnostic dans le monde du travail. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est un sujet sensible parce que l'État a interdit le fait que les entreprises, la ministre du Travail avait fortement insisté pour que ça ne soit pas fait de manière autonome par les entreprises. C'est une décision politique. Ok, merci pour ce petit tour d'horizon avec deux exemples assez différents et c'est bien complémentaire. Ça montre que sur le territoire, on a beaucoup de compétences avec NG Biotech et Eurofins. On va parler traitement. Des traitements, évidemment, c'est essentiel. Il y a plein de solutions, d'essais en cours. Et on a avec nous Odile Duvaux de Xenotera qui travaille ardemment sur des traitements face au Covid grâce à des anticorps. Donc, Odile Duvaux, merci de nous dire où vous en êtes chez Xenotera. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, parfait. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je ne peux pas bouder mon plaisir puisque je ne sais pas si vous avez vu dans les échos week-end de la semaine dernière, il y a un journaliste qui a cité 7 innovateurs révélés par la crise du Covid-19. Il y a un Canadien, 2 Américains, un Belge, un Allemand et Xenotera. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même sympa, vu la quantité d'énergie qu'on a mis dans ce projet depuis maintenant 3 mois. Ça, c'est pour la mention. Et je pense que, d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que les choses ne se font jamais quand on est tout seul, mais elles se font dans un environnement, dans un contexte, avec un certain nombre de gens qui sont autour de vous et qui vous encouragent. Et c'est pour ça que les choses arrivent. Donc, j'en profite pour dire merci à tout l'environnement nantais et Pays de la Loire et du pôle Attenpôle Biothérapie. Je pense que chacun a mis sa pierre sur cet édifice. Alors maintenant, de façon plus précise, de quoi s'agit-il ? Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà Xenotera. On a une technologie issue de l'Institut de transplantation de Nantes, fondée sur une très bonne connaissance, notamment de l'immunologie et de ce qu'on appelle la xénotransplantation. Donc, l'idée d'utiliser des produits d'origine animale pour traiter l'homme. Et tout cela aboutit à une plateforme d'élaboration d'anticorps, qui sont des anticorps glyco-humanisés, c'est-à-dire des anticorps polyclonaux ressemblant à des anticorps humains, notamment par leur motif glycosylé, avec donc une immunogénicité réduite et un certain nombre de propriétés particulièrement. Alors, Xenotera, création maintenant, il n'y a pas encore 6 ans, hein, c'était fin juin 2014, est parti au départ sur la valorisation de cette technologie d'anticorps glyco-humanisés dans un domaine particulier qui est celui de la transplantation. On a développé un certain nombre de choses. En 2015, on a découvert, donc 1 an après notre démarrage, que nos anticorps avaient des propriétés particulièrement intéressantes dans les infections virales. Et donc, nous avons, après une preuve de concept en Ebola, nous avons lancé un programme coronavirus en 2015. Donc, pourquoi? Parce que nous savions que le coronavirus était susceptible de déclencher des épidémies très graves. Il y avait eu le SARS, il y avait le MERS. Et donc, nous savions que c'était un produit, un virus qui était en plus impactant pour les pays développés et donc, excusez-moi l'expression par rapport à l'Ebola, bankable. Donc, on a lancé ce projet et ça nous a amené à à établir une collaboration avec l'Institut Pasteur de Hong Kong, qui est le laboratoire où a été découvert le premier coronavirus, celui du SRAS. Laboratoire de Malik Pérez. Donc, on met en place cette collaboration, on essaye d'avancer avec l'Institut Pasteur de Paris, on se retrouve confronté à des difficultés que je ne cacherai pas, hein, notamment de mise en place de collaboration. Et donc, comme on avait d'autres produits et qu'on était quand même très, très, très jeunes, on a mis ça de côté et on a avancé sur notre développement pharmaceutique. Donc, au mois de février 2020, on a commencé à se dire, tiens, au fait, on pourrait peut-être ouvrir notre carton coronavirus, hein, et on a établi de nouveau les liens avec Hong Kong notamment pour voir où ils en étaient et comment ils voyaient les choses. En janvier, on n'était pas du tout certain que les anticorps avaient de l'intérêt dans cette épidémie.
Donc, se passe à ce moment-là deux choses. D'une part, un board qui a eu lieu 3 jours avant le confinement, où là, moi, j'avais déjà un certain nombre d'éléments pour savoir que je pouvais effectivement lancer de façon accélérée un projet coronavirus. Et en parallèle de ça, effectivement, le développement au galop de l'épidémie se faisait aussi le développement au galop de la science et donc de plus en plus d'indications comme quoi les anticorps pouvaient être un traitement intéressant. On se retrouve alors dans une situation où une première vague d'essais cliniques est lancée. Et cette vague d'essais cliniques, c'est une vague qui est encore en cours de repositionnement de molécules existantes sur le marché, avec donc principalement, au fur et à mesure qu'on découvre la pathologie, des traitements contre tout ce qui est cytokine storm, TNF, etc., etc. Et puis les antiviraux comme le Redemsivir. Donc nous, on s'est trouvé très vite confronté à un sujet qui était compliqué, qui était la prise de risque, de se dire est-ce qu'on investit sur un produit qui sera un produit spécifique, donc c'est-à-dire conçu pour le coronavirus, quel est l'investissement nécessaire, quel est le temps nécessaire, et est-ce qu'on va arriver après la bataille, parce qu'un des produits qui sont en cours de test en repositionnement donnera des résultats. Donc, ça a été un sujet un peu compliqué. On y a mis beaucoup d'énergie et on s'est dit que dans l'absence de certitude sur la possibilité d'avoir un traitement, ça valait la peine d'avancer. Donc, on a très vite fait savoir par voie de presse qu'on avait un projet. Et donc moi, j'ai fait une première estimation chiffrée sur l'argent qu'il nous fallait pour aller jusqu'à une première phase d'essai clinique et j'ai estimé le budget à 3 millions d'euros minimum. En fait, c'était un budget absolument minimaliste et qui consistait à dire je peux élaborer un premier lot clinique et être capable à toute vitesse de le mettre en clinique et de le tester sur quelques patients, probablement quelques dizaines de patients. Donc ça c'était donc fin mars et la réponse n'a pas tardé, c'est-à-dire que pas de voie de presse, il y a eu deux réponses. Il y a eu une première réponse qui était celle du ministère qui nous a dit mais nous vous encourageons à poursuivre vos recherches, donc c'était quand même sympathique, même si ça n'apportait pas les 3 millions. Et puis en parallèle de ça, une réponse du grand public qui nous a dit vous êtes un espoir de traitement français, allez-y, on vous aide et on a envie de vous donner de l'argent. Moi, j'avais fait un choix dès le départ, étant donné qu'on est tout petit, parce que on a parlé d'LG qui était né en 2012 et qui faisait 34 salariés. Nous, on est né en 2014 et on est 8 salariés, donc c'est vraiment tout petit. Et j'avais fait un choix qui était de dire de ne pas mettre en risque la viabilité de l'entreprise en mettant toutes nos ressources sur le projet. Donc, ça veut dire que j'ai d'emblée établi dès fin mars un périmètre de ressources qui était un périmètre de ressources additionnel par rapport à l'entreprise, de façon à ce que, au moment où le confinement cesserait et où on reprendrait nos activités, on ne soit pas démunis pour continuer l'ensemble de nos activités. Donc ça, c'était fin mars. On a démarré le développement de notre produit, c'est-à-dire fait produire des anticorps polyclonaux glyco-humanisés contre les virus SARS-CoV-2. Et mis en place l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, sur le plan technique, en fait, on a été extrêmement successful, en fait. Bon, voilà, ça c'est à la fois la chance, la préparation scientifique qui datait de, comme je vous l'ai dit, de plusieurs années, puisque on a eu très vite des anticorps de très bonne qualité. Et donc, avec au fur et à mesure toutes les preuves de concept in vitro qui s'accumulaient et qui démontraient la grande qualité de notre produit et donc son intérêt, puisque aujourd'hui on est sur un produit qui est a priori entre 100 et 1000 fois plus actif que les sérums de patients. En parallèle de ça, on a vu très vite la NSM, donc on a été reçu au cours d'une réunion mi-avril, donc c'est quand même extrêmement rapide, qui était un véritable conseil avis scientifique, puisqu'il y avait 15 personnes autour de la table, le tour virtuel, et qui nous a permis de valider notre
approche, sachant qu'on avait déjà un produit en clinique, que notre développement pharmaceutique était correct et qu'on avait déjà été administré chez les patients, l'ANSM a validé le fait que nous pouvions aller directement en phase 2 et envisager un essai clinique chez les patients atteints de Covid-19. Donc ça, c'est sur le plan scientifique. Donc aujourd'hui, on est on track, c'est-à-dire que notre lot est prêt, notre produit est actif et que les premiers patients seront injectés début juillet. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, on aura sorti un premier lot clinique pour la première phase de l'essai clinique. Ça, c'est un gros succès. En parallèle de ça, sur le plan du financement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup agité l'ensemble des contacts qu'on pouvait avoir localement. Donc, on a été soutenu très vite par le grand public. On a fait une campagne de dons, c'est très original, qui nous a donné une petite visibilité. Ensuite, on a eu un soutien financier de la région, qui est arrivé très vite aussi, c'est important. Et puis, un soutien de Nantes Métropole. Et puis, on est monté au créneau au niveau national. Et on a un certain nombre de soutiens qui seront annoncés dans les prochains jours. Là, on attend la validation, notamment du SGPI. Et on a eu la semaine dernière la confirmation d'un budget européen. Au total, on est aujourd'hui dans une configuration bien au-delà de ce qu'on espérait, puisqu'on va faire un essai clinique en France de 350 patients en collaboration avec le CHU. On va faire un essai clinique dans un autre pays et le gouvernement nous a demandé de préparer un scale-up dans l'idée de pouvoir couvrir plusieurs dizaines de milliers de cas en France dans les 2 prochaines années. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, on est aussi en train de se structurer et de passer de 8 à nettement plus que 8 en termes d'embauche pour Xenotera. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est juste en termes de traitement. En fait, plus on connaît l'épidémie, plus on se rend compte qu'il y a des traitements à des degrés divers et à des phases diverses de la maladie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un traitement qui sera pour les patients en début d'infection grave. C'est-à-dire quand ils arrivent à l'hôpital, qu'ils ont encore une saturation en oxygène correcte, qu'ils commencent à avoir de l'oxygène et c'est avant la décompensation. Donc, pour donner une idée du marché, ça aura été 100 000 un peu plus de 100 000 patients en France depuis le début de l'épidémie. Alors, la question qui se pose pour les essais cliniques dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est est-ce qu'il y aura encore des patients? Donc, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en France plusieurs centaines de patients hospitalisés chaque jour. Donc, ça, c'est notre cible par jour. Donc, on a effectivement encore des patients, mais c'est vrai que ça devient beaucoup plus compliqué de faire des essais cliniques. C'est pour ça aussi qu'on va aller à l'étranger parce que, bien évidemment, je pense qu'on souhaite tous que l'épidémie s'arrête. Et en même temps, on a aussi le devoir d'être prêt dans le cas d'une résurgence ou pour les cas les plus compliqués, notamment les patients immunosupprimés ou avec des comorbidités. De toute façon, pour Xenotera, c'est aussi une façon de confirmer notre capacité à réagir dans ce cas-là. J'étais trop longue, Bernard? Non, c'est passionnant. Il y a plein de choses à dire. 2 mots peut-être sur le partenariat avec le LFB pour la production. Oui, alors en fait, très vite, on s'est pour mettre en place la production sur un développement pharmaceutique qui était déjà validé, il a fallu se trouver avec un partenaire qui puisse produire et qui puisse donc réagir dans le cadre de l'épidémie. Donc très compliqué fin mars de solliciter une CMO sur le sujet parce qu'elles étaient toutes fermées, elles avaient toutes des établissements fermés, etc., et donc elles ne pouvaient pas travailler et engager une production qui au minimum requiert 1 mois de préparation. Donc on a un peu tapé à plusieurs portes et il se trouve que le LFB a répondu présent très vite. Et donc nous on était ravis parce que ça faisait longtemps que je voulais travailler avec le LFB pour le manufacturing parce que je savais qu'ils ont une expérience en matière de purification d'anticorps à partir de sérum qui est nettement au-delà de beaucoup de CMO qui font surtout des monoclonaux, qui ne savent pas faire des polyclonaux. Et donc, on a réussi à mettre en place ça très rapidement. Et là, on est en train de préparer avec eux un scale-up à très grande échelle et un véritable partenariat industriel pour la suite. Alors, ok, donc c'est bien, si je crois mes sources, c'est fabriqué à Alès, dans le Gard, donc oui, en France, et pas à l'étranger, voilà.
Ah oui, alors ça fait partie des discussions qu'on a eues avec le SGPI, c'est-à-dire que et avec l'Europe. Hein. Donc effectivement, dans les deux cas, parce que moi donc on a eu le 24 avril la présentation du projet au SGPI, hein, au cabinet du Premier ministre dans le cadre du programme des investissements dans l'avenir, et le 10 mai le pitch au niveau européen. Et dans les deux cas, je leur ai dit écoutez, une des leçons de cette épidémie, c'est qu'il faut qu'on soit un tout petit peu plus fort en Europe pour être autonome face à ce genre de circonstances. Donc on l'a vu sur les histoires de masques, mais on le voit aussi sur les histoires de traitement. On a un concurrent américain dont on pense que ce qu'on fait, c'est mieux que ce qu'ils font. Mais en tout cas, on a un concurrent américain qui a démarré son projet début avril, qui a reçu 27 millions de dollars du gouvernement américain en 10 jours. Donc évidemment, en termes de puissance d'accélération, nous, on était là avec nos ramés derrière une centaine de milliers d'euros. Je veux bien qu'on soit très astucieux et qu'on fasse beaucoup de choses avec peu de moyens en France, mais quand même, à un moment, il a fallu aussi dire, écoutez, on ne peut pas se permettre de continuer à jouer petit bras. Donc ça, je pense que c'était un discours qui a été fortement entendu et effectivement pour pousser sur une forme d'autonomie sur les traitements. Et d'ailleurs, le gouvernement français nous a demandé une priorité sur les traitements qui sortiront dans les prochains mois. Très bien. Il y a deux, trois questions importantes là, que je vous pose, Odile. Est-ce que vous pensez que vos anticorps peuvent avoir des protections croisées contre d'autres virus corona? La réponse est oui. Bon, c'est l'avantage des polyclonaux. En plus, on a donc dans notre collaboration avec Hong Kong, on a pu tester nos anticorps contre d'autres coronavirus graves et constater qu'il y avait une cross-réactivité. Donc effectivement, le taux de protection, le taux d'efficacité croisée, c'est trop tôt pour le dire, mais effectivement, du fait que ce sont des polyclonaux, on a un avantage. Une question posée par Alain Calvo, mais je vois qu'il il peut la poser directement. Alain Calvo, votre question pour Odile. Je mets mon micro, voilà, excusez-moi. Ça y est, c'est bon. Mais la question précédente, vous avez répondu, je voulais la poser également. Non, c'était peut-être un petit peu plus pour rentrer dans l'intimité de l'action exacte thérapeutique, mais on pourra en discuter, si vous voulez, un petit peu plus, voilà, tous les deux. Rentrer dans le détail. En quelques mots. On va pas rentrer trop dans la technique, là. Non, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en quelques mots, parce qu'on a présenté le projet à Reactime le 2 avril. 1, les anticorps sont neutralisants, forcément. 2, il se trouve que comme ils ont... Donc, ils empêchent l'entrée du virus dans les cellules, etc. 2, comme il se trouve que... Voilà. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est comme les anticorps humains. 2, donc les anticorps issus de patients, pour lesquels il y a des essais en cours avec beaucoup de difficultés de procurement parce qu'il faut trouver le bon taux, etc., etc. Donc nous, on a cet avantage-là, c'est que c'est complètement maîtrisé. 2, à la différence des anticorps humains, ils ne peuvent pas faire d'ADE. Donc l'ADE est un mécanisme d'aggravation par les anticorps qui existe dans certaines proportions virus-anticorps et qui a été décrit pour le SRAS et pour le MERS. Pour ce virus-là, c'est pas encore connu. Donc 2, il n'y a pas de risque d'ADE. 3, comme ils sont faiblement immunogéniques, ils ont la capacité aussi de réduire le phénomène inflammatoire. Je ne rentre pas dans le détail technique. Et donc, a priori, de limiter l'inflammation. D'accord. Merci. Linda, on va prendre une question. Je crois qu'il y a beaucoup de questions pour Odile. Une question, s'il te plaît. Une question sur Odile. Tout à l'heure, tu as cité des essais cliniques qui allaient se mettre en place avec l'étranger. Est-ce que tu peux nous dire avec quel pays ou c'est confidentiel? Je n'ai pas entendu. Les pays avec lesquels tu vas faire des essais cliniques. Alors pour l'instant, le premier pays avec lequel on fait un essai clinique, c'est la France. Donc ça, oui, ça, je peux en parler. Et pour le reste, non, c'est trop tôt. D'accord. Je vais sûrement faire un essai en Europe, ça c'est certain. Et ensuite, en fonction des partenariats, effectivement, on peut aller ailleurs. Mais il y a un deuxième pays européen qui va être ciblé. Ok. On est en train de choisir. Merci beaucoup, Odile. Vous restez avec nous, c'est passionnant. On a abordé pas mal de sujets, la question des investissements, des financements, la question des collaborations locales, françaises ou étrangères.
la concurrence étrangère également. On va parler aussi de ces sujets-là avec Franck Grimaud. On va parler des vaccins. Où est-ce qu'on en est des vaccins? Je sais qu'il y a, j'ai lu qu'il y avait 100 ou 150 recherches de vaccins en compétition. Est-ce qu'il y aura un seul élu? Il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de Chinois. Et Valneva dans tout ça. Valneva, je le rappelle, spécialiste de la production, de la recherche et de la production de vaccins, avec déjà des vaccins sur, alors spécialiste des vaccins du voyage, les maladies du voyage, choléra, encéphalite japonaise, et notamment Valneva qui fait l'actualité avec des recherches sur un vaccin pour la maladie de Lyme, avec un accord avec Pfizer. Voilà. Donc, par rapport au Covid, est-ce que Valneva cherche à adapter ces vaccins déjà existants pour le Covid, à en développer un nouveau? Franck, où en est Valneva? Oui, merci. Donc, je ne reviendrai pas sur la société, tu l'as bien fait. En ce qui concerne le développement d'un vaccin Covid, effectivement, on s'est rapidement posé la question si on devait jouer un rôle ou non. Bon, il se trouve que on a une plateforme de production qui peut s'appliquer au développement d'un vaccin, en l'occurrence d'un vaccin inactivé. Donc avec adjuvant ou sans adjuvant, on verra. Donc on a annoncé en avril que on lançait un programme de développement avec nos ressources internes pour le moment jusqu'aux essais cliniques. Donc on a commencé à faire les banques virales à Nantes, tout le développement des procédés en Autriche, et puis on va produire le lot clinique maintenant dans quelques semaines en Écosse, et avec l'objectif de rentrer en essai de phase 1 avant la fin de l'année. Et puis, si tout se passe bien dans les développements cliniques et en fonction de ce qu'on va nous demander, on cherche à mettre à disposition un vaccin au milieu de l'année prochaine. Alors, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, il y a plus d'une centaine de vaccins aujourd'hui à travers le monde en cours de développement. Simplement, comme d'habitude, il va y avoir une sélectivité très forte dans le développement. Déjà, pour le développement clinique en tant que tel, avec probablement à la fin peut-être 10-15 vaccins qui vont être acceptés au niveau des résultats cliniques. Mais il y a un deuxième enjeu très très fort dans le domaine du vaccin, c'est celui du manufacturing. Et parce que ce dont on parle là, c'est potentiellement de produire plusieurs milliards de doses de vaccins. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il n'y aura plus de nécessité de vaccins au milieu de l'année prochaine, soit ce sera peut-être plusieurs milliards de doses. Il faut savoir que même le vaccin grippe, on est à 2-3 milliards de doses. Donc c'est énorme comme enjeu industriel. Et pour les mettre en place, soit on prend des capacités déjà existantes pour des vaccins qui ne seront donc pas disponibles, soit on monte des capacités, mais pour monter une capacité, il faut décider maintenant d'investir et avec une production qui peut arriver en juin. Donc c'est un enjeu à la fois de développement clinique hyper rapide, de développement industriel hyper rapide, et tout ça sans savoir bien si on va en avoir besoin. Donc c'est vraiment une situation extrêmement particulière auquel l'industrie fait face. Il y a tous les 4 acteurs mondiaux du vaccin, que sont Sanofi, GSK, Merck et Pfizer, se sont lancés. Bon, des gens comme AstraZeneca aussi, qui sont indirectement dans le vaccin, se sont lancés dans la course. Et il y a aussi un certain nombre de sociétés nouvelles. On parle beaucoup de Moderna, mais d'autres sociétés dans des nouveaux vaccins DNA et mRNA qui se sont lancés, qui vont
qui vont probablement arriver à développer les essais cliniques plus rapidement, mais avec des technologies qui n'ont jamais aujourd'hui été jusqu'au bout, hein, avec des vaccins commerciaux. Ce seront les premiers vaccins commerciaux peut-être disponibles si les essais cliniques sont bons, venant de technologies DNA et mRNA, donc avec toutes les questions que cela peut poser. Hein, donc, il faut savoir que pour développer un vaccin normalement en situation logique, c'est un investissement, classique, pardon, c'est un investissement de 500 millions à 1 milliard, de cet ordre-là. Là, en l'occurrence, étant donné qu'a priori, on peut penser qu'il y aura des ATU et ou des Emergency Use Application sur la base de résultats de phase 2B, en faisant la phase 3 en parallèle, ça va coûter peut-être un tout petit peu moins cher, mais ça va coûter cher. Donc le gros enjeu, au-delà de la mise en place des outils industriels, des capacités mondiales, et aussi le financement, parce que c'est un risque maximal qu'aucun industriel ne va souhaiter prendre. À nouveau, on ne sait pas si ce vaccin va être utile l'année prochaine. On ne sait pas si la vaccination va être juste ponctuelle, 1 ou 2 ans, ou si ça va être récurrent. Tout ça, on ne sait pas. Personne ne sait. Hein, donc, il y a… Alors, et là, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un interlocuteur. Kissinger disait l'Europe c'est bien, mais quel numéro de téléphone? Et là on est vraiment dans ces enjeux-là où on ne sait pas bien si il faut qu'on travaille au niveau national, au niveau européen. Une fois qu'on aura les doses, est-ce qu'elles seront allouées dans un dépôt en Europe et puis elles vont être allouées ensuite où on a aussi beaucoup de contacts et de réflexions purement nationales. Donc et nous, on est vraiment très européens avec des installations industrielles en Écosse, en Suède, nos labos de recherche en Autriche et puis en France. Hein, donc c'est pas très simple. Il manque une Europe de la santé pour organiser et prendre des initiatives fortes dans ces domaines-là. C'est une des leçons du Covid, c'est que là où les États-Unis ont BARDA, un seul organisme de financement qui a déjà mis en janvier 450 millions sur la table pour l'industrialisation des vaccins de Moderna, s'il marche, eh bien, on n'a pas aujourd'hui une seule adresse, une seule agence qui est capable de mettre 500, 1 milliard pour ce type d'enjeu. Hein, très rapidement, dès avril, hein, pour agir très rapidement. On est encore dans le qui fait quoi, quelle agence, etc., etc. Donc ça c'est un vrai sujet et il faut que l'intégration européenne aille un pas de plus avec bon, on a l'IMIA au niveau réglementaire, on n'a personne au niveau du financement et c'est évidemment un enjeu plus européen que national. Donc là, il faut faire le pas de plus. Bon, toujours est-il qu'à la fin, l'année prochaine, tout le monde a dit 10 à 18 mois de développement. Je pense que si tout va bien au niveau développement clinique, il pourrait y avoir des premières doses disponibles durant le premier semestre de l'année prochaine, beaucoup plus on va dire au milieu de l'été prochain. Et puis probablement avec, pour ta première question, Bernard, probablement des vaccins qui vont venir de différentes technologies. J'en citerai peut-être 3. À nouveau, peut-être les DNA et mRNA, à la condition qu'ils montrent qu'ils sont safe. Il y a un bon rapport efficacité des vaccins probablement vivants atténués et des vaccins inactivés, technologie plus classique.
et plus, j'ai envie de dire, voilà, plus éprouvé. On aura probablement ça. Et puis si effectivement le virus est toujours là et si effectivement il y a besoin d'une vaccination mondiale, des enjeux et des batailles probablement de procurement, de supply inimaginables, parce que ça va pas arriver d'un seul coup, ça va être sur un an qui de juin 2021 à juin 2022 que les 2, 3, 4 milliards nécessaires seront disponibles. Et à nouveau, peut-être qu'il y aura besoin de rien. Donc, c'est ça qui est très, très compliqué. Oui, c'est terrible. En tout cas, Valneva est dans la course. Oui, bah, on a toute l'intégration de la recherche jusqu'au manufacturing. Donc, on a tout ce qu'il faut pour ça. Mais de la même manière, un petit peu comme Odile l'a dit, on ne va pas mettre en danger la société par rapport à ce type de programme, c'est-à-dire que soit on est soutenu en totalité pour les essais cliniques, pour l'industrialisation, on a nos capacités, mais il faut qu'on aille au-delà. Et puis pour les précommandes de vaccins, soit on ne l'a pas, et puis on restera l'arme au pied, mais on a toutes les compétences et on a démarré tout ce qui est préclinique à risque, parce qu'on sait faire et c'est à notre échelle, on peut faire. Mais après, voilà, ça c'est aux autorités publiques nationales et européennes de savoir ce qu'elles veulent. Très bien. Ce que je propose, c'est peut-être réaction des autres intervenants au niveau. Voilà, allez-y. Oui, je voulais faire un commentaire parce que dans ma quête effrénée de réaction du gouvernement français, je voulais vous partager un certain nombre de choses. On a pitché à Reacting début avril. Donc Reacting est quand même la structure qui a été créée par le gouvernement français au moment de la crise H1N1, si ma mémoire est bonne, pour gérer les urgences en cas d'épidémie. Ce qu'on a constaté, c'est que Reacting n'était absolument pas en mesure de gérer autre chose que les laboratoires académiques, etc. Il y a eu un appel de l'ANR qui a distribué de l'argent essentiellement aux académiques. Et donc, on a vu mais vraiment un monde plat pour les biotech. Et à côté de ça, le gouvernement parlait des industries des grandes industries pharmaceutiques qui pouvaient bien évidemment investir puisqu'elles étaient très très riches. Alors, je me suis permis de faire deux choses par rapport à ça. D'une part, j'ai saisi, il se trouve que mon député s'appelle François de Rugy, ça c'est les hasards de la géographie, donc c'est pas un député complètement sans réseau, on va dire ça comme ça. Et donc je l'ai saisi sur le sujet et il y a eu une question au gouvernement, donc ça c'est pour votre information, qui a été posée à notre initiative à l'Assemblée nationale courant avril. Et qui disait à la ministre de la Recherche et au ministre de la Santé, vous ne pouvez pas continuer à ignorer que dans des situations d'urgence comme celle dans laquelle nous sommes, une des réserves d'innovation majeures pour un gouvernement, ce sont les biotech, parce qu'elles sont agiles, parce qu'exactement comme le vient de dire Franck, pardon pour le terme biotech, mais voilà. En tout cas, il y a des sociétés qui ne sont pas des énormes laboratoires mondiaux, mais qui sont capables, en tout cas à leur échelle, justement, de faire preuve d'une agilité, d'une réactivité que ne font ni les labos pharmaceutiques, ni les académiques. Et vous avez un trou dans la raquette qui est un trou majeur. Donc ça c'est pour vous donner cette information. Alors, je ne sais pas si une question au gouvernement français change la face du monde, mais bon, savoir qu'on a mis un coin dans le truc. Et le deuxième élément que je voulais vous dire, c'est que j'ai été interviewée donc, par la commission d'enquête sénatoriale sur ce sujet-là. C'est en disant, est-ce que, donc ça c'était il y a 15 jours, en disant, est-ce que quand on est une biotech, qu'on a des idées et qu'on a des solutions à proposer, aujourd'hui on est face à un dispositif national efficace pour réagir. Alors, autant je trouve qu'en région, on se débrouille bien parce qu'on a une échelle qui est bien, autant au niveau gouvernemental, français, enfin national, c'est déjà beaucoup plus complexe. Donc, je pense que c'est intéressant de se dire, est-ce qu'on pourrait, nous, avoir tous des idées ensemble pour faire des propositions? Parce que le Sénat, c'est ce qu'ils m'ont demandé très concrètement, ils m'ont dit, proposez-nous des choses. Et donc là, aujourd'hui, on a peut-être une opportunité pour aller au-delà de ce qu'on fait pour le Covid et se dire, est-ce qu'il y a des dispositifs qui pourraient favoriser la réactivité sur des initiatives comme celles qu'on a prises ici autour de la table tous les trois.
Remarque au passage. Et parler au nom du pôle qui regroupe la majeure partie des acteurs du territoire. Oui, parce que moi, je vais tirer sur personne, mais le pôle, effectivement, a une possibilité, mais bon, il y a d'autres instances qui, aujourd'hui, ont été quand même particulièrement peu visibles. Voilà. Mais après, chacun fait comme il peut, hein, et si c'est vraiment des circonstances extrêmes, urgence dans tous les sens, confinement, etc. Voilà. Je voudrais qu'on aille assez vite parce qu'on doit entendre des retours d'expérience de l'équipe du CHU, c'est important. Alain Calvo, un petit commentaire, réaction. Non, excusez-moi, mais c'était simplement pour revenir sur le commentaire d'Odile, parce que de notre côté, nous avons eu la même démarche et par d'autres personnes à l'Assemblée nationale et également au Sénat pour justement donc montrer l'expérience que pouvait avoir en termes de santé générale, santé publique, certaines biotechnologies qui sont inconnues, mais qui devraient justement porter haut et fort leur savoir, leur expertise dans un consensus global au niveau de la santé. C'est ce qui manque en France, ça c'est clair. Oui, tout à fait d'accord. Moi j'ai un dernier commentaire, Bernard, ce qui risque de manquer bientôt en France, c'est les ressources. Moi c'est un commentaire beaucoup plus global, hein, et je m'inquiète énormément de ça, c'est les ressources de l'État. C'est-à-dire qu'on est un pays qui est en train de s'appauvrir en ce moment de manière dramatique et plus que les autres. Et si on continue, les ressources pour tous ces développements, on ne les aura pas à l'échelle de l'État, on les aura peut-être à l'échelle de l'Europe, où la France aura de moins en moins de poids. C'est peut-être un de mes plus grands sujets d'inquiétude aujourd'hui. Quelle capacité aurons-nous à l'échelle de notre pays pour nous redresser et faire tous ces développements et accompagner tous ces développements? Vous savez, vous avez un bel exemple. Vous prenez la HAS et vous regardez donc à travers toutes les sociétés qui figurent concernant le Covid, que ce soit PCR, sérologie, ainsi de suite, vous regardez le nombre de sociétés françaises et c'est parlant. Hein. Absolument, là. Bien, très bien. Bon, beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Je vous rappelle juste que cette session est enregistrée, donc il y aura un replay possible hein, si vous voulez réécouter les uns et les autres. Sachez qu'au côté pôle, il y a beaucoup de questions. On fera l'effort d'essayer d'y répondre parce qu'on a l'origine des questions. Enfin bon, on traitera ça indépendamment de cette session qui est très riche. On a la chance d'avoir deux représentantes du CHU de Nantes avec nous, Anne Royer-Moisse, directrice adjointe à la recherche, et Sylvie Sachet-Huvelin, médecin délégué du Centre d'investigation clinique du CHU de Nantes. Donc, merci d'être présent. Et alors, on est dans… Évidemment, le personnel soignant a été mis à rude épreuve, a été sous les feux de la rampe. On connaissait les problèmes déjà du personnel soignant avant le Covid, ça n'a sans doute rien arrangé. Aujourd'hui, il y a le grand Ségur de la santé avec on demande l'avis de tous pour construire la santé de demain. Donc, on est très curieux de vous entendre et d'avoir vos retours d'expérience, enseignements, et puis de comprendre tout ce qui a été fait au niveau du CHU. Anne Royer, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc on a un diaporama support, donc je pense que si vous pouvez le projeter sur la structuration de la gestion de la crise, et puis donc un focus sur l'organisation de la recherche et la recherche Covid-19, et également tout ce qui s'est mis en place pour développer des innovations alternatives. En fait, dès le mois de janvier, en fait, il y a eu une mise en place d'une cellule de suivi Covid-19 composée des directions, de la direction générale, des différentes directions et des services en charge du suivi des infections, avec une fréquence hebdomadaire et une mise en place quotidienne quand les foyers italiens ont été identifiés. Donc, on essaie d'anticiper le plus possible la crise
avec voilà, l'analyse et la transmission des directives nationales, la mise en place des organisations demandées par les autorités, et puis la mise en place de procédures institutionnelles et la mise en place également et l'élaboration d'outils de communication interne. Et ce dispositif, ces cellules de crise, ensuite on a déclenché le plan blanc au moment du premier cas français, donc fin février, début mars, avec une structuration plus globale au niveau de l'établissement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau de cette gouvernance spécifique au quotidien, il y avait un déroulé journalier avec un comité stratégique le matin, des groupes de travail opérationnels que vous pouvez voir sur les conduites à tenir pour les patients, les professionnels, l'évolution capacitaire qu'on a dû revoir, les fonctions RH support et en fin de journée, tous les jours, une cellule de crise plan blanc pour donc assurer un fonctionnement et une instruction quotidienne, un suivi le plus rapproché possible pour anticiper, valider rapidement les décisions à prendre et l'organisation à mettre en place. Au niveau de la, ensuite, diapo suivante, sur la réorganisation globale du CHU, ça a vraiment été une réorganisation globale puisqu'on a dû suivre les directives nationales avec donc un guide, avec la mise en place d'un circuit d'une filière Covid et le maintien d'une filière donc spécifique pour les patients non atteints du Covid, pour maintenir la continuité des soins. Donc ça a eu des impacts importants qui ont dû être anticipés et coordonnés puisqu'on a dû déprogrammer puis reprogrammer des activités en identifiant dans le cadre de la déprogrammation évidemment les patients prioritaires qui devaient être traités, l'identification de capacités nouvelles pour la prise en charge donc du Covid. On a doublé les lits de réanimation et on a augmenté les lits en hospitalisation conventionnelle pour la filière Covid. On avait une capacité de 146 lits de réa et 300 en hospitalisation conventionnelle. On a dû également coordonner la démarche territoriale, donc avec les établissements publics et privés, et donc avec une capacité au niveau du territoire de 465 lits. Donc l'organisation capacitaire, c'est une organisation capacitaire importante, et puis adapter aussi les prises en charge des patients et les organisations des professionnels, la mise en place donc, de procédures particulières, l'adaptation donc des relations usagers et des professionnels, les organisations au regard des recommandations nouvelles, des gestes barrières, des équipements, et puis mettre en place aussi pour tous ces professionnels des dispositifs de soutien avec des lignes téléphoniques, un soutien psychologique, des facs, donc une organisation voilà, importante sur l'organisation aussi des stocks qui étaient nécessaires pendant la crise avec les besoins qui étaient la définition de... Vous pouvez mettre la diapo suivante, excusez-moi. La déprogrammation, l'identification des besoins prioritaires sur les masques, les blouses, les médicaments, la réorganisation donc des secteurs logistiques et la réorientation de leur production, puisque on a le service de stérilisation qui nous a produit des masques fait maison en fait, et puis une réorganisation par exemple également de la restauration pour les professionnels qui étaient sur place dans le cadre du traitement du Covid. En termes d'impact également, on a eu des impacts sur la gestion des ressources humaines, puisqu'on a dû développer des formations et sur les mesures barrières avec la mise en place de protocoles spécifiques, la montée en compétences de ces professionnels et puis le recrutement aussi de professionnels en renfort pour anticiper l'absentéisme éventuel
et donc une gestion des compétences rares, également une coordination en lien avec le territoire. Vous pouvez mettre la diapo suivante. Donc en termes d'enjeux sur le CHU, on a également eu un enjeu sur la communication, une communication large des coordonnées, alors une communication externe au regard de ce qui était permis avec la suspension, une suspension temporaire des reportages sur place, la mise à disposition de points de situation réguliers, les réponses à la presse autant que possible, une structure spécifique adaptée sur le site internet pour répondre aux usagers, une mise en place aussi de lignes téléphoniques pour les familles qui avaient des patients hospitalisés, et puis une diffusion d'informations sur les réseaux sociaux. Au niveau de la communication interne, il y a eu un bulletin d'infos mis en place quotidien diffusé à tout le personnel sur la crise Covid, la mise en place de l'organisation capacitaire, le nombre de patients en réanimation, le nombre de patients en hospitalisation conventionnelle. Donc l'ensemble des 12 000 employés du CHU ont été informés quotidiennement en fait de l'évolution de la crise et des décisions qui étaient prises par ce bulletin d'infos. Il y a également eu des mails généraux envoyés donc à l'ensemble des professionnels sur les informations RH, sur la mise en place de transport, de parking, de facilités qui ont été mises en place par la métropole qui a accompagné le CHU pendant ces crises. Et donc sur l'évolution aussi des conduites à tenir concernant les équipements de protection individuelle. Voilà pour la partie, je vais dire, organisationnelle globale du CHU. Je vais passer la parole à Sylvie Sachet. J'active mon micro. Tu baisses ton son. Voilà, donc diapositive suivante sur la recherche. Alors, focus sur la recherche. Vous pouvez passer à la suivante également. Alors, le message, c'est que la recherche et le soin, évidemment, dans un CHU, c'est extrêmement imbriqué. Vous avez vu qu'au niveau de la filière soins, d'accueil, de prise en charge des patients Covid et le suivi et la prise en charge de patients non Covid, il a fallu s'adapter très rapidement. On s'est beaucoup calqué sur cette adaptation en recherche également, avec une adaptation de la direction de la recherche clinique et innovation qui était nécessaire. Alors, la diapo d'avant, je n'en suis pas encore… peut-être vous le dire. Voilà. En fait, très vite, il y a une concertation et une communication pour dire qu'il fallait qu'on privilégie la recherche clinique des études Covid, tout en conservant les études cliniques et les inclusions et suivis de patients qui étaient dans des essais cliniques pour lesquels ça aurait été extrêmement dangereux pour eux de suspendre leur participation. Donc, il y a eu un gros travail de passer en revue l'ensemble des essais cliniques. Il y a plus de 1000 essais cliniques actuellement au CHU de Nantes pour ne conserver que les essais cliniques qui n'allaient pas pâtir finalement d'une suspension très, très temporaire parce qu'il fallait qu'on protège les patients, ne pas les faire venir au CHU si ça n'était pas nécessaire dans cette période de confinement et protéger les professionnels de santé aussi. Les études Covid, on en a un petit peu parlé tout à l'heure via les vaccins ou via les tests, mais ça a mobilisé énormément de professionnels. Il y a énormément d'études qui ont été écrites, qui ont été soumises. Je parle sur le territoire national. Ça a été vrai également au niveau du CHU et pour pouvoir encadrer et mener à bien et consolider l'ensemble de ces projets qui étaient tous très intéressants, on a mis en place une cellule très réactive qui quasiment, en quelques jours, était capable de consolider la conception d'un projet, rechercher les financements via les appels d'offres qui passaient très régulièrement, que ce soit ceux de l'ANR qui a été très réactif, de la DGOS via les PHRC, même de la Direction générale de l'armée,
on a répondu à cet appel d'offres aussi, ou bien de BPI. L'idée, c'était d'être réactif. On pensait qu'une vague allait nous submerger tel ce qui s'est passé dans l'Est. Il fallait qu'on puisse assurer au niveau du soin, être en support au niveau recherche sans que ça pèse sur les personnels de soins. Et il fallait qu'on puisse autant que possible financer le plus possible ces projets. On a pu compter sur une réactivité de l'ANSM et CPP, c'est les deux autorisations réglementaires qui sont incontournables pour nous pour la menée des projets et qui ont mis en place aussi un système de revue très rapide des projets pour pouvoir nous donner des autorisations rapides. Si on fait un bilan, on a participé au CHU de Nantes à plus de 15 essais thérapeutiques avec des thérapeutiques différentes, mais notamment sur l'essai Discovery, c'est l'étude dont on parlait au niveau national, promue par l'INSERM, qui regroupait en elle seule 5 bras de prise en charge différentes, donc très intéressantes. Et on a un maximum de patients qui ont été inclus dans cette étude, puisque sur les 18 inclusions qui ont été faites sur la période, il y en a eu 56 dans l'étude Discovery. Au-delà des essais thérapeutiques, c'était l'occasion également pour les chercheurs de constituer des biocollections pour mieux comprendre cette pathologie. Vous savez qu'on connaît vraiment peu de choses, enfin qu'en 2 mois on a appris énormément sur cette pathologie, mais qu'il reste encore beaucoup de pans et d'interrogations. Donc le fait de collecter à la fois des données et des échantillons biologiques chez les adultes mais aussi chez les enfants était extrêmement appréciable, avec plutôt des travaux qui se voulaient non pas locaux mais plutôt nationaux. C'était le cas pour notamment les maladies inflammatoires chroniques intestinales avec coordination nantaise ou encore au niveau des enfants, mais plus particulièrement avec l'Institut Pasteur. Dans cette même période, on a eu non seulement la mise en place des études, la conception, l'obtention d'appels d'offres, mais aussi pour certaines études déjà des analyses de données, donc une collecte très rapide, analyse de données et les premières publications, et notamment sur l'étude Coronado promue par le professeur Cariou, qui est diabétologue et qui a pu mobiliser au niveau national avec la société savante, la Société française de diabétologie, énormément de réactions, avec plus de 3000 patients et dossiers patients qui ont été intégrés dans la base de données et les premières publications qui commencent à apparaître, avec également, parce qu'il n'y a pas seulement la recherche, mais l'implication au niveau des pratiques, une volonté de communiquer auprès des patients qui étaient eux-mêmes concernés, notamment les diabétiques, avec un site internet qui vient d'être ouvert en début de semaine pour répondre aux questions des patients, aux professionnels de santé aussi, libéraux et institutionnels, pour mieux communiquer sur le lien entre le Covid et puis le diabète. Et puis évidemment, il a fallu renforcer les ressources humaines au niveau du soin et les infirmières de recherche clinique ont été sollicitées et réquisitionnées dans les unités de soins pour pouvoir maintenir cette activité de soins selon les besoins. Alors, parmi les projets qui ont été menés, on a beaucoup entendu parler des respirateurs Maker. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, la période a été aussi le fruit de collaborations publiques-privées et de partenariats qui se sont mis en place. Alors, entre autres, sur ce ventilateur, qui se veut être un ventilateur simplifié au possible pour pouvoir être construit très rapidement, à très forte échelle et à coût très peu important. Toutes les formules, tous les dossiers techniques sont en open source pour pouvoir être utilisés aussi. Donc, ça a été un premier contact entre l'équipe Maker for Life et puis le professeur Bourreau. Il y a eu une association avec l'Université de Nantes, le CHU de Nantes évidemment, et le CEA pour pouvoir très vite construire et faire des études précliniques. Et le CHU de Nantes a été particulièrement impliqué sur les essais cliniques qui permettront demain de pouvoir mettre sur le marché ce ventilateur. Donc le CPP, le comité de protection des personnes, a très vite donné un accord et l'ANSM a beaucoup travaillé sur le dossier, sur un certain nombre d'aspects et vient de nous donner son accord également. Donc, on va pouvoir commencer les premières inclusions de patients sur ce ventilateur pour ensuite avoir la preuve de leur efficacité et de la sécurité surtout chez les patients. Et on pourra imaginer derrière que dans les pays notamment, puisque ça n'a pas été le cas en France, mais dans les pays où il puisse y avoir une pénurie de ventilateurs et de prise en charge hospitalière, ça puisse être extrêmement utile.
Donc, il y a eu une grosse communication des différentes étapes en fait de ce partenariat, mais qui montre qu'il y a eu de la réactivité aussi de ce côté-là quand c'était nécessaire. Deux autres illustrations de partenariat public-privé. Odile Luvon en a parlé tout à l'heure pour Xenotera. C'est vrai que le service d'infectiologie, le professeur Raffi en particulier, ont très vite été intéressés par les contacts qui ont été menés et les collaborations actuelles vont aboutir à la mise en place d'essais cliniques, là encore, pour pouvoir effectivement avancer sur la sécurité au départ d'emploi du produit et puis sur son efficacité, bien évidemment. Et puis le troisième exemple, parmi les différents projets menés, un exemple aussi sur une collaboration publique-privée et alors que ce soit sur le développement d'un antibiotique qu'on connaît, la doxycycline, qui serait mis en place chez les patients qui sont Covid, sans critères d'hospitalisation. Donc là, on s'adresse plutôt à des patients en ville. Donc, c'est une collaboration aussi entre le CHU de Nantes et puis les médecins libéraux généralistes qui vont pouvoir utiliser la molécule et qui vont pouvoir inclure les patients si patient il y a dans cette nouvelle étude clinique, la doxycycline ayant montré effectivement une activité antibactérienne, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est particulièrement choisie actuellement, mais elle est aussi modulatrice inflammatoire et elle pourrait avoir une efficacité certaine selon les études précliniques faites et quelques publications qui commencent à sortir dans le fait de pouvoir être actif sur le Covid. Pour répondre à un besoin d'innovation technologique, on avait déjà une grosse réflexion sur les innovations en recherche et notamment sur la technologie. Durant la période Covid, il est devenu nécessaire de mettre en place une plateforme d'innovation technologique alternative. C'est plutôt centré sur un collectif pluridisciplinaire qui est institutionnel aujourd'hui, mais qui va s'ouvrir au niveau industriel en tant que besoin. En fait, l'idée, c'était vraiment de mesurer quels étaient les besoins durant cette crise sanitaire. Et les besoins étaient, par exemple, sur les masques. Alors, je parle plus de masques en réanimation, des masques d'intubation. Il y a eu donc ce partenariat avec Decathlon pour essayer de détourner de leur utilisation les masques Decathlon pour pouvoir être utilisés en réanimation et être adaptés pour ventiler les patients. Et puis sur Maker, c'est une autre illustration effectivement de devoir trouver des solutions sur des manques de matériel très rapidement. Dans les deux cas, c'est vrai qu'il faut accompagner et coordonner les besoins, centraliser un petit peu à la fois les utilisateurs, ceux qui expriment les besoins, ceux qui peuvent intervenir, ceux qui peuvent faire avancer l'idée. Et ça passait par la mise en place de cette plateforme. Donc, diapositive suivante. Donc, c'est une plateforme qui est pluridisciplinaire, comme je le disais, et qui, en fait, regroupe à la fois des spécialités médicales, donc là, plus investies sur l'anesthésie-réanimation, mais aussi avec des paramédicaux, notamment les ingénieurs biomédicaux qui ont été vraiment partie prenante et qui avaient tout à fait leur place dans la réflexion autour de ces produits ou de ces dérives de produits. La direction de la recherche s'est positionnée du fait de son expertise sur le développement des produits de santé et de l'innovation. Il y avait fortement impliqué également la direction des services numériques et puis cette volonté, je vous le disais, d'ouvrir sur l'écosystème, qu'il soit académique ou industriel. C'est forcément d'aller voir dans le tissu industriel et académique qui nous entoure, quels seraient les partenaires qui pourraient répondre aux besoins. Donc, l'émission, c'est à la fois de prendre en compte les besoins, de les identifier, de les organiser, de mieux les définir, et à la fois d'essayer de trouver les solutions en faisant interagir tout un réseau pour pouvoir, derrière, ne pas perdre de temps et être réactif dans le fait de trouver les bonnes solutions. Voilà Merci quelques beaucoup, exemples de nos actions. Sylvie et Anne, vraiment, c'est extraordinaire tout ce qui a été fait au CHU. Une question, je relais une question là. Est-ce que vous vous sentez mieux armé aujourd'hui pour gérer une nouvelle pandémie demain ? Mieux armé, je pense que c'est comme tout le monde, c'est-à-dire que cette pandémie, elle est arrivée, il a fallu la gérer. Si la question c'est est-ce que on a réussi à la gérer, je pense que oui. Enfin, j'en suis sûre. C'est est-ce qu'on
on a développé des nouveaux outils, on a la plateforme effectivement dont on vient de parler, mais au-delà de ça, je pense que notre organisation, ce que ça nous montre, nous, c'est que notre organisation telle qu'elle existait avant la crise a été suffisamment solide et suffisamment souple et agile pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir très vite prioriser tout en ne laissant pas pour compte tout ce qui n'était pas Covid, parce que c'était un peu la problématique à la fois dans le soin et la recherche. Il y a des patients et il ne s'agissait pas non plus de ne travailler que pour le Covid et de laisser tomber le reste. Donc, est-ce qu'on est plus fort? Probablement parce qu'on a réussi à le surmonter, que ça s'est passé de façon assez naturelle. Les décisions étaient prises très vite, mais on allait tous dans le même sens et on avait tous les mêmes envies et les mêmes informations et les mêmes avis. Donc oui, peut-être plus fort parce que c'est un sentiment de réussite, oui. Alain Calveau, il a bu vos paroles, il a bien suivi ce que vous avez présenté et il souligne l'importance des partenariats publics-privés. Vous voulez commenter, Alain Calveau? Non, enfin, je commente avec notre expertise et notre oui, le succès. Je pense que aujourd'hui, il faut multiplier ce type de partenariat parce que en fait, les industriels apportent souvent de l'innovation, la technologie. Les partenariats publics, eh bien, ils apportent l'essentiel. Et l'essentiel, c'est, je dirais, c'est le produit biologique, ce sont les humains, ce sont les évaluations cliniques. Il y a également donc bien sûr l'innovation dans le public. Je crois que c'est une clé du succès et faut vraiment multiplier ce type d'action parce que d'abord ça permet de créer une réelle dynamique entre des équipes. On en a besoin en France sur des sujets innovants. Et puis en fait le résultat c'est la concrétisation de ces partenariats. En fait, c'est la finalité. Quand on voit un produit qui a été développé, innové, et que ce produit est utilisé à des fins d'application en santé, avec la commercialisation de ces produits, bien c'est le succès. Et je crois que c'est vraiment donc à encourager vraiment au niveau national. Ok, on va arriver bientôt au terme de notre session. On va prendre quelques questions et il y a une question qui avait été posée dès le début et que je vous pose à tous, là, tous les intervenants. On n'a pas beaucoup parlé de technologies numériques associées aux technologies de santé. La question, c'est la place de l'intelligence artificielle dans la prévention et la détection liée au Covid. Je peux peut-être juste répondre pour le CHU. Allez-y. On a mis en place, alors plutôt pour la période de déconfinement et du suivi d'un effet rebond éventuel, on a mis en place une plateforme. Alors l'IA, je pense que c'est un terme un petit peu fort peut-être, mais c'est notre équipe en charge des données massives et de l'intelligence artificielle à la clinique des données qui a été mandatée par la direction générale. Donc on a une plateforme qui rassemble des données à la fois de SOS médecins, des données des urgences de réanimation, parce qu'on s'est aperçu en faisant une analyse sur le mois de février-mars, qu'à 15 jours d'intervalle, on avait une augmentation forte des consultations Covid SOS médecins, puis une augmentation au niveau des urgences, 7-14 jours, qui nous semblerait nécessaire s'il y avait une résurgence de la crise pour pouvoir nous organiser en fait. Donc, même si le système est un peu changé, puisque c'est pas forcément SOS médecin qui est au cœur, mais maintenant le médecin généraliste, donc on essaie d'implémenter sur la plateforme des données de sources diverses. Donc, il y a celles qui sont publiques, Santé publique France, d'autres qui sont moins publiques, en ayant une granularité la plus fine possible. Et c'est le retraitement des données qui fait plutôt appel aux spécialistes de données massives en santé pour que derrière, on ait vraiment un modèle prédictif. Alors, il n'est pas que sur le CHU de Nantes, il est plutôt sur le département 44, le GHT 44. Mais il tient compte aussi de tous les prélèvements qui sont faits, les RT-PCR qui sont faits en ville et qui remontent, et au CHU, et qui remontent pour essayer de nous donner une alerte si besoin. Donc là, je vous confirme qu'actuellement, c'est un peu pas calme. Enfin, il y a quand même une circulation du virus, mais qui reste quand même très, très en deçà de ce qui était prévisible ou attendu, et tant mieux, qui fait que
voilà, on peut reprogrammer et accélérer les reprogrammations et la mise à disposition de lits. Mais sans que ce soit de l'IA, parce que c'est pas un algorithme, mais c'est quand même une réutilisation des données pour essayer d'être prédictif. Très bien. Franck, Bernard, oui, mon avis là-dessus. Alors, IA, pas IA, je pense que l'IA est impliquée, mais ce que la crise aussi a démontré, quand on voit les pays asiatiques comme le Japon, comme la Corée, comme Taïwan, c'est que il y a les tests, il y a les mesures préventives avec une pratique des masques et une pratique de la distanciation. Mais aussi le suivi des contaminations. Et moi, je pense qu'il faut que, par exemple, des applications comme Stop Covid feront partie, si elles sont diffusées de manière large et appliquées et acceptées, du fait que on gère mieux. Tout ça réuni, ça coûte pas cher et ça préserve l'économie, quoi. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi je suis très favorable sur ce type d'application parce que ça va nous permettre de mieux gérer soit la vague d'automne ou de décembre, s'il y en a une. À nouveau, personne ne le sait. Et surtout la prochaine, éventuellement la prochaine épidémie, parce que un confinement mobile entre guillemets est quand même beaucoup mieux que confinement économique, qui est une catastrophe. Donc ça, il faut aller en ce sens-là. Ça coûte pas cher, mais c'est un comportement individuel. Bon, en tout cas, bravo à tous les acteurs pour cette réussite qui est un Covid qui est en train de passer. Eh bien, tant mieux si on va vers des jours meilleurs. On arrive à la conclusion. Je laisserai Franck conclure par rapport à tous les sujets qu'on a pu aborder. Évidemment, on ne peut pas aller au fond des choses, mais c'est intéressant de se réunir et de partager un peu les réalités différentes et de comprendre que ici sur le territoire, il y a toutes les compétences dans la chaîne de la valeur sur le sujet de la santé, c'est important. Est-ce qu'il y avait une question brûlante, Linda, de la part des participants? Certainement. Ah, mais Linda, on ne l'entend pas. Bon, donc… Okay. J'avais des questions, mais en direct pour les intervenants. Et une petite question subsidiaire de Hervé Jégu qui demandait si le Covid avait eu un impact sur la santé mentale. Et je crois qu'il y a eu une étude de fait à l'université à ce sujet. C'est pour faire sourire. Certainement. Certainement. Bien, Franck, on ne va pas pouvoir redonner la parole à tout le monde. Merci de conclure. C'est quoi les enjeux pour le pôle et plus largement pour les acteurs santé du territoire, là aussi variés, là, qui sont réunis là? De quoi on a besoin pour être performant demain? Oui, la région, un peu l'État m'a posé la même question. Je vais faire la même réponse. J'ai envie de dire que ce soit Covid ou pas Covid, en ce qui concerne le pôle du Grand Ouest, les enjeux, c'est toujours pareil. La masse critique. Donc, ça veut dire que aussi, plus nos régions vont être proches, et en particulier, je pense, l'objectif d'un jour d'avoir une région Grand Ouest ne peut que nous aider. Pour continuer à avoir une intégration plus importante et puis des budgets plus importants et puis peut-être qu'à terme, comme ça a été fait en Allemagne, une gestion locale de ce type de crise, avec des prises de décision locales qui seront peut-être plus adaptées. La deuxième chose, toujours pareil, en termes d'infrastructure, d'avoir un grand aéroport du Grand Ouest nous aidera, nous tous, dans nos métiers. C'est toujours pareil, ça n'a rien à voir un peu avec la science, mais ça nous aidera.
La troisième chose, c'est aussi d'avoir des fonds d'investissement locaux qui accompagnent le développement pour passer de biotech à ETI. Hein, et ça, bon, il y a des acteurs internationaux, mais aussi, si on veut que les acteurs restent dans le Grand Ouest, un financement du Grand Ouest aidera à positionner ça. Et puis, j'ai envie de dire, la quatrième chose, c'est que on voit que ce soit dans nos 3 régions, l'émergence de nouvelles sociétés de biotech est dans la quasi-totalité des cas issue de la recherche académique. Et donc, bon, je pense que maintenant la collaboration est très importante, mais si les organismes publics, universités, hôpitaux, CHU continuent à accueillir des nouvelles équipes académiques, à les développer, etc., ça va donner lieu à des nouveaux projets et des nouvelles startups. Hein, donc tout ça, c'est ce qui permettra, je pense, que notre écosystème continue à se développer. Bien, il me reste à vous remercier tous infiniment pour ce temps passé ensemble. Vous pourrez retrouver les slides qui ont été présentés, qui étaient denses, sur le site d'Atlampol. Sachez que la session a été enregistrée, donc si vous nous la demandez, on pourra vous donner le lien pour un replay. Et puis, je me suis permis de vous donner rendez-vous à l'Assemblée générale du pôle Atlampol Biothérapie qui aura lieu le 1er juillet 2020, donc très bientôt, pour retrouver tous les acteurs qui comptent dans la santé de l'Ouest. Voilà, très bonne journée à tous et encore bravo pour vos résultats et vos efforts de recherche à venir. À très bientôt. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Excusez-moi, là, je viens de terminer avec Atlampol, là. Donc, il y avait un webinaire sur le Covid pendant 2 heures. Là, donc,